Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, tout le monde s'étonne de savoir pourquoi M. Macron a procédé ainsi, mais en fait, il est en train de leur remettre le cadeau empoisonné. Les élites appliquent un agenda. Cet agenda n'a pas été voté. Demain, nous allons certainement avoir un gouvernement, entre guillemets, rassemblement national en France. Cette espèce de ras-le-bol qui fait que les gens n'ont plus les moyens de vivre dans ce système-là. Ça tourne pas rond, qu'ils ont toujours moins et qu'on leur demande toujours de payer plus. Et la réalité, c'est que lorsque M. Bardella va être nommé Premier ministre ou Mme Le Pen, on ne sait pas encore, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller à Bruxelles, rencontrer Mme von der Leyen, la rassurer, lui dire que tous les engagements de la France sur les impératifs économiques et financiers vont être respectés. Bonjour Monsieur Bartassa. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Lemessi. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler de la montée des nationalismes en Europe ces dernières années. Luc Bartassa, vous êtes un ancien conseiller national suisse. Monsieur Lemessi, vous êtes analyste géopolitique, secrétaire du JPRI. Merci à tous deux d'avoir accepté cette interview. Le nationalisme, c'est une idéologie politique qui place la nation et son intérêt au-dessus de tout. Elle prône la souveraineté nationale, l'identité culturelle et souvent une certaine forme d'exclusivisme. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016, la désillusion vis-à-vis des institutions européennes, l'OTAN, l'Union européenne, a semblé croître. Selon vous, comment expliquer les griefs des citoyens européens ? Peut-être qu'on va commencer par vous, Monsieur Bartassa. Quelles sont les principales causes, selon vous, de la montée des nationalismes en Europe ces dernières années ? Moi, je vais commencer peut-être par une petite anecdote qui, heureusement ou malheureusement, n'en est plus une. Il y a une dizaine d'années, j'avais été interviewé dans le cadre d'un débat, pour ne pas les citer, je crois que c'était à l'antenne de la radio suisse romande, où je m'inquiétais des groupements d'étudiants qui se positionnaient de plus en plus à droite dans les universités en Europe. C'était le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie. Et j'avais dit peut-être que dans 10 ans, ces gens-là feront partie de nos élites, ce qui avait fait un peu ricaner l'Assemblée. On l'a vu avec la montée des Gilets jaunes, ce n'étaient pas forcément des mouvements d'extrême droite ou nationalisme, mais qui étaient plutôt très à gauche, qui aujourd'hui rejoignent un petit peu, d'après ce qu'on entend et les statistiques, les rangs des nationalistes et de l'extrême droite. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça montre un petit peu le mécontentement, le ras-le-bol de beaucoup de franges de la population qui se situent étonnamment à tous les niveaux. Vous avez des employés de banque, vous avez des indépendants, vous avez des paysans, vous avez des artisans. Et puis c'est une force qui par un certain ras-le-bol et qui touche, je dirais, toutes les générations. On voit au niveau des jeunes, on parlait des universités, on voit au niveau des personnes âgées qui ont de la peine à joindre les deux bouts, même maintenant en Suisse, parce qu'on parle de plus de 40% des gens arrivés à la retraite qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Et puis le bouc émissaire, qui n'était pas forcément dans les préoccupations, entre autres des Français, parce qu'on parle beaucoup de la France, redevient au premier plan, et c'est la haine de l'autre, c'est la peur de l'autre. Et en même temps, si on se met un petit peu à la place de ces gens, on peut comprendre certaines idées et positions. Après, c'est ce qu'on en fait quand c'est parti atteindront une certaine majorité, de quelle manière on va gérer les choses. Et ça, je pense que c'est inquiétant, mais quelque part, il n'y a rien d'étonnant. Moi, je pense que c'était dans la suite logique, quelque part. Et puis, les gens ne s'en sont pas vraiment, je dirais, fait très attention à tout ça. Et aujourd'hui, on voit cette espèce d'explosion partout. On le voit même dans des pays comme la Suède, l'Irlande, qui étaient quand même des pays plus ou moins modérés dans leur politique, voire même politique un peu très basée sur le social, mais avec des gens responsables et qui aujourd'hui, on a l'impression que le système est un peu utilisé par tout le monde et bien entendu par les personnes arrivées de l'immigration. Il y a ceux qui s'intègrent, il y a ceux qui ont de la peine à s'intégrer, il y a ceux qui ne veulent pas s'intégrer. Et ça crée, je dirais, un déséquilibre au niveau du pauvre retraité qui se dit moi j'ai cotisé toute ma vie et je dois vivre avec 1 200 € par mois, alors que ces gens arrivent sans avoir cotisé de rien, ils obtiennent les mêmes aides, voire même plus. Alors après, ça crée des fantasmes dans la population, et on le voit avec ce qui s'est passé en France, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout le monde s'étonne de savoir pourquoi M. Macron a procédé ainsi, mais en fait, il est en train de leur remettre le cadeau empoisonné de tout ce qu'il n'a pas pu faire ou pas fait comme il faut. Et puis, le but, c'est qu'on ne parle plus d'eux, ceux qui ont fait les erreurs,
mais de ceux qui ne seront peut-être pas capables de les corriger avec le peu de temps qui leur reste. Donc inquiétant, mais rien de nouveau sous le soleil, rien d'étonnant à ce que tout se passe comme ça. On va peut-être voir avec M. Lemissier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Vous avez des compléments à apporter sur la montée des nationalismes? Alors en grande partie, je partagerai un peu le constat qui a été fait par monsieur le conseiller d'État. Vous gardez toujours votre titre, donc je vais respecter le protocole. À ceci près que j'apporterai peut-être quelques éléments de géographie ou de sociologie électorale. C'est-à-dire que sur la question de la montée en puissance de ce que j'appellerais l'extrême droite. Parce que lorsqu'on parle de nationalisme, il faut vraiment faire la distinction peut-être entre trois familles de mouvements. C'est-à-dire le nationalisme post-Seconde Guerre mondiale, qui renvoie à une certaine idée d'un nationalisme étriqué, voire raciste, qui est resté en tant que tel dans la description historique des faits des mouvements idéologiques. Le souverainisme, qui est un peu une contestation du projet européen pour les pays qui font partie de l'Union européenne, et peut-être ce qu'on a appelé à un moment donné le patriotisme, hein, ce que De Gaulle mettait en avant comme une forme de nationalisme, mais une forme de nationalisme positif. D'autant plus que lorsqu'on parle de nationalisme, il ne faut pas oublier que le nationalisme aussi était le moteur des mouvements de libération des États qui se sont émancipés, qui sont devenus indépendants après la colonisation. Donc le nationalisme est un concept un peu multiforme. Donc je privilégie plutôt le terme d'extrême droite pour qualifier le phénomène historique que l'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe. Et en partie, je reprendrai les arguments qui ont été évoqués. Simplement, il y a deux dynamiques qui sont intéressantes à étudier. C'est le fait qu'il existerait un lien entre la montée justement de ces mouvements d'extrême droite et le déclin économique de certains territoires, et une autre dimension qui est l'éloignement des centres de pouvoir ou l'éloignement des métropoles. C'est-à-dire que plus on habite dans une métropole dynamique, moins on est tenté par le vote d'extrême droite, entre guillemets, et plus on est éloigné, on vit dans des, comment dirais-je, un petit peu à la périphérie, et ça rappelle justement l'analyse du sociologue français Christophe Guilly, qui parlait notamment de territoires pas extra-périphériques. Il mettait en avant l'idée de périphérie politique, où justement l'un des moteurs du vote d'extrême droite, c'était l'idée que les gens étaient en train de perdre en fait leur prise sur leur destin, donc un éloignement de souveraineté, un éloignement de contrôle démocratique, en plus d'un déclin économique. C'est-à-dire que ces deux éléments concomitants sont en fait les grands moteurs du vote d'extrême droite. Après, il y a une dimension identitaire, idéologique, qui est surtout manipulée par les grands mouvements d'extrême droite dans un certain nombre de pays, qui en réalité profitent un petit peu de cette crise à la fois économique d'un point de vue relatif, cette crise de souveraineté, pour essayer justement de remettre en avant des idéologies ou des façons de penser le monde et la société que l'on croyait disparues. Vous parlez de manipulation de la crise de la souveraineté. Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Darfassa? Est-ce que certains politiciens sont en train d'utiliser On le voit en Suisse. Nous, on a toujours privilégié la voie bilatérale par rapport à l'Union européenne, ce qui était une bonne chose. L'Union européenne ne le veut plus. Il voudrait qu'on s'intègre carrément dans l'Union européenne. Certains mouvements économiques, en tout cas à travers Économie Suisse, voudraient le faire pour une question tout simplement de business. Après, c'est vrai qu'on nous a dit avec le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, le Brexit. Alors c'était la catastrophe pendant quelques mois, puis aujourd'hui on les voit remonter. C'est un des seuls pays qui a augmenté le SMIC lorsque tous les autres n'ont pas réussi à le faire, avec toute la notion mondialisation qui allait sauver tous les pays pauvres, alors qu'on continue à les exploiter, voire même les piller. On prend l'exemple du continent africain, qui est le continent le plus riche du monde avec les populations les plus pauvres, donc ça ne fonctionne pas. En tout cas pour celui qui était dans la classe moyenne, voire dans la classe un peu pauvre, il n'y a pas de grand changement. Les pauvres sont toujours plus pauvres et puis les riches deviennent toujours plus riches. C'est quelques personnes qui détiennent la moitié de la fortune mondiale avec tous les lobbies qui viennent derrière. Et ça, c'est une espèce de ras-le-bol. Et on l'a vu à travers le Covid, la manière dont on a imposé certaines choses au monde économique, au monde social, aux habitants, les interdictions, les restrictions, bien ça a soulevé comme une méfiance. On parle aussi de la vaccination, les méthodes de
de M. Macron pendant la crise du Covid, elle a montré aussi, je dirais, une certaine dictature, si on peut le transmettre comme ça, par rapport au ressenti qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux et une certaine presse. Donc, on dit que les autres sont à l'extrême droite, et puis les méthodes de répression de M. Macron suite à certains mouvements, à certains événements, elles n'en sont pas loin de ceux qui ont l'air de vouloir dénoncer aujourd'hui, qui, encore une fois, n'ont jamais été au pouvoir. Donc les gens ils se disent, après tout, pourquoi pas essayer ceux qu'on nous démontre quand même être le pire, mais qui nous parlent en direct à nous, ceux qui ont été délaissés, qui ont le sentiment d'avoir été même abandonnés. Donc le rouleau compresseur, il est en marche, on ne l'arrêtera pas, et il est en marche depuis longtemps, gentiment mais sûrement. L'extrême droite n'a pas tout à coup apparu comme ça en Europe. Elle est là depuis longtemps, elle est très organisée, elle est très, je dirais, elle a des liens avec tous les milieux. Et puis là où les gens trouvent leur compte, financent ces partis, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les partis politiques ont besoin de beaucoup d'argent, donc ils s'acoquinent aussi avec certains milieux qui leur rappellent en leur tapant sur les épaules une fois élus. Moi, je vois par exemple sur le canton de Genève, il y a des groupements, des groupuscules, qui balancent de l'argent à tous les partis politiques pour être sûr d'être du côté de celui qui va gagner. Et c'est terrible. Et ça, à cette petite échelle, ça se fait à l'échelle mondiale et partout. Et les gens voient ça à travers les réseaux sociaux, parfois à travers des fakes aussi. Mais comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis en même temps, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui va les sauver, eux avant les autres. Pourquoi les autres en même temps qu'eux et comme eux, ou voire même mieux qu'eux? Et c'est ces haines qui sont toujours un petit peu préoccupantes dans ces montées d'extrême gauche, d'extrême droite, avec des politiciens. Bon, on prend de nouveau l'exemple de M. Macron, qui était socialiste, qui 3 mois après disait qu'il n'avait jamais été socialiste, qui a fait une espèce de politique centriste qui est en train de déborder sur une droite aussi qui vend ses entreprises nationales à des groupuscules étrangers, qui sont détenus par des mouvements qui font la guerre aussi au Hamas et ailleurs, avec les Américains qui se servent de l'OTAN pour mettre la pression sur les Russes, avec lesquels peut-être on aurait dû se rapprocher depuis longtemps, à l'époque de Gorbatchev, j'ai eu la chance de connaître, et qui me disait sur Poutine, il va nous empêcher la montée du nationaliste qui risque de terminer en guerre civile en Russie. Donc c'est un mal nécessaire. Après, comment ça va déborder? Comment vous allez le prendre? Et Gorbatchev me disait, vous m'avez trahi quand on est allé sur la perestroïka. Vous n'avez jamais voulu rappeler nous, parce que tout simplement les Américains ne voulaient pas d'une Europe qui soit forte, alliée avec une Russie, ouverte sur le monde. On l'a vu même avec Poutine pendant les attentats du 11 septembre. Il y avait une espèce de collaboration contre le terrorisme, contre ces choses-là. Et puis après, on l'a diabolisé. La vision qui a été présentée en fait sur le fait que d'une certaine façon, on va dire les États-Unis aient précipité ce qu'on appellerait la division de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a eu un rideau de fer pendant plusieurs décennies qui a séparé l'Europe et qu'après la chute du mur de Berlin, on a raté en fait une occasion de recréer une espèce de grande unité européenne. Et effectivement, moi j'abonde de toute façon en ce sens. Et le conflit en Ukraine, tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui, il s'inscrit vraiment dans cette logique, c'est-à-dire d'empêcher une espèce de collaboration stratégique de premier plan entre la puissance industrielle allemande en particulier et la puissance énergétique russe. Et en l'occurrence, on y est arrivé, puisqu'aujourd'hui, avec l'explosion de Nord Stream, les 20 000 sanctions qui ont été prises et qui sont appliquées par les économies européennes à la Russie, de toute façon, le divorce, il est acté, et pour de longues décennies. Et aujourd'hui, si on reprend le cas de la Russie, elle s'inscrit maintenant dans une logique géopolitique qui est tout autre, d'alliance avec ce qu'on appelle le Sud global, dans le cadre notamment des BRICS. Et ça, c'est quelque chose qui se fait aux dépens, de toute façon, de l'Europe. On va peut-être revenir maintenant un peu sur les conséquences économiques qu'il pourrait y avoir. On sait que les politiques économiques nationalistes peuvent mener à un protectionnisme accru, réduisant ainsi le commerce international, la croissance économique. Est-ce que nos nations, elles courent le risque de s'embourber dans de nouvelles crises, monsieur Lémissier? Alors là, vous êtes en train de faire allusion à ce qui a constitué assez longtemps un certain postulat théorique, qui est l'idée de dire que le protectionnisme économique, c'est ce qui conduit ou ce qui peut conduire à la guerre.
D'une certaine façon, c'est un peu vrai, puisqu'on le voit de façon pratique à travers le système de sanctions qui est pris contre un certain nombre d'États, notamment la Russie. On voit bien qu'on est de toute façon dans une logique d'escalade et que la question économique y participe. Alors certes, j'analyse les choses un petit peu à l'envers ou à rebours de ce que vous disiez, mais c'est un rappel important. Mais pour poursuivre un petit peu dans votre raisonnement, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des populations qui se retrouvent notamment dans les mouvements d'extrême droite et qui votent pour ce qu'on appelle les extrêmes, ce sont très souvent des populations qui ressentent un sentiment de déclassement. Un sentiment de déclassement et en fait de rejet de la globalisation et qui ne s'inscrit pas pour rien. C'est que quelque part, en fait, on a des catégories entières de travailleurs et de populations qui sont en quelque sorte les perdantes dans les pays riches du phénomène de la globalisation. Parce que la globalisation, tout le monde n'y perd pas. On est à Genève, ici on a des fortunes colossales, vous avez des fonds de pension, vous avez des banques, vous avez tout un système qui profite énormément de la globalisation. Juste pour l'année qui vient de s'écouler, tout le domaine du trading de matières premières, ce qu'on appelle pudiquement les commodities, alors que derrière les commodities, on est en train de faire mourir de faim des enfants sur plein d'autres continents. Et on se valorise de faire, je ne sais plus, un bénéfice pour la fiscalité cantonale d'1,5 milliard. Il faut savoir d'où elle vient. Et cette question, je ne veux pas trop l'aborder, mais elle est importante, elle est sensible. Donc la globalisation, elle profite à certains. Et dans les pays riches, elle profite à beaucoup, mais en même temps, beaucoup de ceux qui occupaient, par exemple, des emplois industriels, avec les délocalisations, ont vu en fait leur statut économique et leur stabilité sociale remise en question. Et ceux-là, en fait, auparavant, ils avaient des partis, notamment les partis de gauche traditionnels qui étaient encore en lien avec le milieu ouvrier. Je peux penser, par exemple, au Parti communiste français, ou même au Parti socialiste dans sa dimension plutôt plus à gauche, permettait de faire relayer cette contestation et cette volonté de changement. Aujourd'hui, les partis de gauche, en grande partie, se sont éloignés en fait des populations laborieuses, des milieux ouvriers, au profit d'un discours qui est un discours beaucoup plus sociétal et qui ne répond plus en fait aux besoins économiques de ces populations. Et du coup, l'extrême droite, du moins une partie de l'extrême droite, a réussi à faire une espèce d'OPA ou à récupérer cette thématique, cette problématique, et c'est ce qui explique en partie la réussite lors des dernières élections. Et le mouvement, je pense que c'est un mouvement qui va encore se poursuivre. Si on prend une carte électorale de l'Europe, par exemple, au niveau des dernières élections européennes, et si on fait une analyse région par région, et pas seulement pays par pays, on se rend compte de deux choses. C'est que, d'une part, à un niveau national, les pays qui bénéficient le plus des subsides de l'Europe, ce qu'on appelle les fonds européens, ce sont des pays où globalement on a voté pour des partis pro-européens, c'est-à-dire tous les pays qui sont sortis de l'ex-bloc de l'Est, donc qui profitent énormément en fait des reversions en fait d'un certain nombre de montants importants. Et les régions à un niveau plus local, vraiment qui ont subi un certain déclin économique, les régions où il y avait une certaine industrie qui est tombée un peu en faillite face à la concurrence notamment des industries asiatiques et chinoises, ce sont les régions où on vote le plus pour ces mouvements en fait dits d'extrême droite. Je l'ai vu encore dernièrement, c'était l'année passée, je m'étais baladé dans toute la Croatie, j'y étais pas retourné depuis plus de 10 ans. Mais la différence entre les 10 ans, parce que ces pays ont bénéficié, entre autres, de la manne économique et les subventions européennes, alors c'est devenu des villes magnifiques où tous les anciens bâtiments ont été remis à neuf, on a restauré les musées, on a restauré les infrastructures routières, les transports publics, partout. C'est devenu des villes modernes en quelques années et qui ont attiré aussi le tourisme, donc qui attirent aussi une manne financière, qui redonne du travail. Ça va du serveur de café jusqu'au nettoyeur, celui qui a sa petite cahute qui vendra ses sandwichs dans la rue. Et ces pays-là, oui, alors eux, ils croient en l'Europe à 200 à l'heure, parce qu'ils sont en pleine montée, ils sont en pleine expansion, je dirais, économique. En tout cas, ces 10 dernières années, ils ont vu des changements. Tandis que chez nous, quelque part, ceux qui participent à distribuer cette manne, ils ne voient plus les changements. On parle beaucoup en Europe de cette 4e génération qui arrive, c'est-à-dire celle de mes enfants, qui sera la première génération depuis 4 générations à avoir moins que la précédente. Donc nous, on n'est plus en train de monter. On n'arrive même plus à stabiliser, on est en train de descendre. Et ça fait peur aussi aux gens.
de plus partir en vacances, de plus pouvoir emmener ses gosses au cinéma, de plus pouvoir aller au restaurant de temps en temps. On l'a vu pendant le Covid et après le Covid, les restaurants, alors les hôtels refont le plein dans des régions comme Genève, Montreux ou Lausanne ou Zurich. Mais les petits restaurants du coin, ils baissent leurs prix, ils vendent des sandwichs ou ils vendent des entrecôtes. Enfin, on voit qu'il y a 10 à 15% des gens qui n'ont plus les moyens de continuer à sortir. Si on regarde les statistiques, une ville comme Genève, qui est une des villes les plus chères du monde, il faudrait avoir un revenu avec 2 enfants d'environ 12 000 francs par mois. Donc ça veut dire 2 salaires à 6 000. Donc on ne parle même plus de la caissière à la Migros ou du nettoyeur dans une grande entreprise, parce qu'ils sont à moins de 6 000 francs par mois. Donc ces gens-là, ils ont vu leur niveau de vie baisser, et derrière, vous avez les loyers qui augmentent, les assurances maladie, puis on vit quand même dans un cocon où vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné par les plus grands professeurs, on a encore cette chance-là en Suisse. Mais quand je vois rien que pour prendre rendez-vous chez un dermatologue, c'est 15 jours à Genève, et dans des cas d'urgence, c'est dans les 3 jours. Et puis en France, c'est entre 3 et 18 mois, dans la région là. Et je ne parle même pas de Paris, de Montpellier ou de Marseille. Donc les gens se sentent de nouveau, partout où ils vont, partout où ils ont affaire à un petit problème, ils ressentent le fait que ça ne tourne pas rond, qu'ils ont toujours moins et qu'on leur demande toujours de payer plus. Donc cette espèce de ras-le-bol qui fait que les gens, de nouveau, moi je me mets à la place de ces gens, ils ont plus les moyens de vivre dans ce système-là. Et puis quand vous êtes comme ça, dans une ville comme Genève, puis vous voyez passer que des Mercedes, des Porsche et des Ferrari, il arrive un moment, c'est plus la haine de l'autre qui vient forcément de l'immigration, ça vient la haine de celui qui a réussi, c'est la jalousie qui s'installe. Mon père me disait quand j'étais gamin, ne sois jamais jaloux d'un autre, parce que c'est quelque chose qui te mangera de l'intérieur. On a l'impression que ces gens s'entretuent un petit peu, psychologiquement parlant, avec ce mal qui les ronge, parce qu'ils ont l'impression de vivre toujours aux dépens de l'autre, ou moins bien que l'autre. Et ça, bien entendu, qu'aujourd'hui, ces mouvements-là, ils en profitent. Regardez l'Africain, là, à Genève, la population africaine a doublé ces 12 dernières années, c'est des sources policières qui ne peuvent pas en parler aux médias, qui sont téléguidés pour ne pas en parler, surtout pas, parce que ça va faire monter le racisme et compagnie. Puis on apprend sur cette communauté, on a eu les Kosovars il y a quelques années, on a eu les Italiens dans les années 70. Aujourd'hui, les Africains, c'est à peu près 70% de cette population qui a doublé, qui sont des gens sans papier, qui sont illégaux. Donc ils font, j'ai donné des coups de main à 2-3 associations, c'est la prostitution, c'est le trafic de drogue, ça commence déjà par là, quoi. Et ça crée un malaise, une insécurité dans nos rues. De nouveau, les gens disent, en plus qu'on n'a plus les moyens, on n'ose plus sortir de chez nous. Donc de nouveau, c'est cet amalgame d'une espèce de puzzle maléfique qui est utilisé non seulement par les mouvements nationalistes et d'extrême droite, mais par tous les autres partis aussi, il faut le savoir. C'est vendre du rêve aujourd'hui, il faut faire rêver les gens. Mais vendre du rêve, s'il n'y a pas un réel espoir qui suit derrière, bien, au bout d'un moment, les gens, ils se rebellent, quoi. Et on le voit avec les syndicats allemands, syndicats ouvriers, qui maintenant se rapprochent de mouvements qui sont bien au-delà du nationalisme ou de l'extrême droite. C'est carrément des nostalgiques de tonton Adolphe et compagnie. On revoit aussi ces mouvements qui émergent, qu'on banalise à certains niveaux, de gens qui sont, je ne dirais pas incultes, mais qui n'ont plus la notion de ce qu'ont vécu leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, voire même leurs parents. Et c'est ça qui est terrible, cette espèce d'abrutissement, de déresponsabilisation de nos populations partout. Et ça, c'est le mal dans lequel se sont engouffrés certains partis. Mais de nouveau, on s'est tous engouffrés dans ces choses-là. Que ce soit à gauche, à droite, au centre, on a tous fait du blabla là-dessus. Mais il arrive un moment, il faut donner du concret aux gens. Et ces gens-là leur donnent cet espoir qu'ils vont s'en sortir grâce à eux. Et c'est ça qui est terrible. Vous avez une réaction, monsieur Lemissi ? Alors je vais reprendre en partie les propos qui ont été tenus. C'est-à-dire que derrière la colère qui s'exprime dans le vote justement d'extrême droite, il y a évidemment une situation de déclassement économique qui est réelle. Et en même temps, il y a aussi une incapacité des élites. Alors là, je ne parle pas de la Suisse, où on est quand même dans un pays où on bénéficie quand même d'un très haut niveau de gouvernance. Je veux dire, moi, je prierais pour que les dirigeants suisses puissent gérer la situation en France. Je peux vous assurer que la France irait beaucoup mieux. Si la France pouvait se passer des énarques et puis toutes ces grandes écoles qui ne servent à rien et qui produisent une certaine façon de penser un petit peu unique, en tout cas, ça changerait beaucoup de choses. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté.
logique, ayant moi-même été un ancien élève de l'une de ces grandes écoles, hein, donc je sais de quoi je parle. Et pour continuer dans ce sens, il est certain que ce qui motive vraiment la colère du vote entre guillemets d'extrême droite, c'est cette idée de déclassement dans une logique aujourd'hui où, dans la globalisation, en fait, d'une certaine façon, on a mis en concurrence les travailleurs du monde entier. Et je reprends un petit peu une dialectique un peu marxiste, mais c'est ce qui aide à comprendre. Du coup, face à l'absence de réponse, et notamment par rapport à des politiques publiques qui ne prennent pas suffisamment en considération, parce qu'en réalité elles appliquent un autre agenda, qui est celui de la libéralisation des services publics, du fait que tout ce qui fonctionne, si on prend l'exemple de la France, comme l'hôpital public, comme le système national énergétique tel que EDF, tous les dirigeants qui se sont succédés se sont amusés, entre guillemets, à essayer de détricoter ces systèmes pour laisser le privé entrer dedans, alors que c'était des domaines stratégiques. Or, en faisant cela, on a un renchérissement des coûts, une inefficacité, parce que le système n'est plus du tout le même, et c'est aussi l'une des explications de ce vote. Pourquoi je dis cela ? Parce que l'un des éléments du vote d'extrême droite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éloignement des métropoles. Quand on dit éloignement des métropoles, ça veut dire des services publics qui sont de moins en moins présents chaque année. C'est-à-dire en fait la présence de l'État. Et je n'entre pas ici dans une logique gauche-droite, libérale, illibérale. C'est pas là la question. C'est-à-dire que partout où la présence des services publics est moins importante ou de moins bonne qualité, eh bien le vote d'extrême droite est de plus en plus important. Il faut voir par exemple que dans certains endroits, si on prend le cas de la France, vous avez des femmes par exemple lorsqu'elles sont enceintes qui ont besoin de faire 2 heures de route pour trouver entre guillemets la première maternité. Ces choses-là, il y a 20 ans, elles n'existaient pas. Si on prend le cas de la crise Covid, je ne vais pas rentrer dans l'alpha et l'oméga de la question, on s'est retrouvé quand même dans des situations où dans des périodes d'urgence, des hôpitaux s'étaient retrouvés avec une raréfaction de lits au moment d'urgence, mais cette raréfaction de lits, elle n'était pas due au fait que, la pandémie était si importante que ça, c'était dû au fait surtout qu'en 20 ans, l'effectif de lits présent dans les hôpitaux au niveau national a été divisé par 4. Du coup, on prend les choses à l'envers, donc on a enfermé les gens, pendant que durant 20 ans, en fait, les investissements qui devaient être faits pour l'hôpital public, eh bien, ont pris une autre direction, au nom d'une certaine vision du monde, d'une certaine vision des choses. Et aujourd'hui, il y a un divorce qui est très lourd entre les classes dites populaires, les milieux populaires, entre guillemets, quasiment dans l'ensemble des pays européens, et les élites. Les élites appliquent un agenda. Cet agenda n'a pas été voté, en fait, par les populations, et lors d'élections, on est dans tout un florilège, en fait, de promesses diverses pour gagner le vote, mais la politique qui est appliquée, c'est plutôt le consensus de Washington, c'est plutôt Bruxelles, et c'est là le fond du problème. Et je vais même aller plus loin. Demain, nous allons certainement avoir un gouvernement, entre guillemets, Rassemblement national en France. Alors ce ne sera pas le nazisme, ce ne sera pas le fascisme, ce sera plutôt, on va dire, de la droite très conservatrice des années 70 et 80. C'est le RPR des années 80, avec peut-être quelques excès en direction des étrangers, quelques mesures discriminatoires, possiblement. Mais la réalité, c'est que lorsque M. Bardella va être nommé Premier ministre, ou Mme Le Pen, on ne sait pas encore, lorsque l'un de ces deux arrivera, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller à Bruxelles, rencontrer Mme von der Leyen, la rassurer, lui dire que tous les engagements de la France sur les impératifs économiques et financiers vont être respectés et que de toute façon, toutes les mesures sociales qui ont été promises par le Rassemblement national, en gros, ne seront pas appliquées. Il y a déjà eu un rétropédalage sur la question des retraites. Le Rassemblement national disait qu'il voulait revenir à la retraite à 60 ans. Et au final, on a eu M. Bardella qui nous dit que, au final, non, cette mesure ne serait pas appliquée, on resterait dans le modèle de la retraite à 62 ou 64 ans. Donc, ça, avec des années de cotisation quand même. C'est ça. Il amène un nouvel élément. Avec quelques modifications sur les années de cotisation. On a vu la même chose en Italie. En Italie, donc, Mme Meloni est arrivée avec un discours très nationaliste, à la limite, on peut même dire raciste sur certains aspects. Dans la réalité aujourd'hui, que ce soit dans la relation à l'immigration en Italie, il n'y a jamais eu autant d'entrées de migrants en Italie, légaux ou illégaux au passage. Elle est retournée dans les canons de la politique voulue par Bruxelles.
Et donc en réalité, rien n'a vraiment changé. Alors il y a juste un élément positif que je reconnais en tant qu'analyste, elle a une vision stratégique pour l'Italie et elle a une politique particulièrement pertinente et intelligente en direction du Maghreb et de l'Afrique. Et ça c'est un changement quand même important, même si je ne suis pas d'accord avec son bord politique. Mais justement là-dessus, on parle de l'Italie, qui est un des exemples sur lesquels on peut peut-être se reposer, au niveau vision politique. J'étais à Venise l'année passée. Les gens à Venise qui travaillent dans la restauration, les hôtels, la sécurité, me disent que ça a changé du jour au lendemain. Présence policière sur le terrain, je dirais sanctions un petit peu plus dures à ceux qui respectent pas les vols, les tireurs de sac à main et compagnie. Ça, c'était le grand changement tout de suite. Mais vous avez tout à fait raison. Ils vont s'empresser pour des raisons économiques déjà au niveau de la bourse, de tranquilliser cette situation pour pas qu'il y ait demain une chute de la bourse ou je ne sais quoi, en se croyant que ces gens-là sont les nouveaux nazis ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que le RPR des années 80 était parfois plus à droite que ce qu'on entend dans la bouche de Mme Le Pen ou de Bardella. Donc il faut relativiser. Après, il ne faut pas minimiser les choses. Il y a des craintes et des inquiétudes. Mais je pense qu'ils ne pourront pas faire tout et n'importe quoi. Ils n'auront surtout pas le temps de le faire. D'ailleurs, c'est la stratégie de Macron, c'est de pouvoir dire dans quelques mois, regardez, ils ne sont pas mieux que nous. Mais ça ne résoudra pas le problème français avec les 1000 milliards de déficit, avec une éducation nationale qui part en vrille, les hôpitaux qui n'ont pas le personnel nécessaire, on parle même des services du feu et de sécurité. Il y a un problème. Ces milliards, ils sont partis où? La vraie question, elle est là. Et quels ont été les effets? Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Donc ce mécontentement ne s'arrêtera pas. Après, j'espère que ceux qui seront au pouvoir auront une manière un peu plus, je dirais, calme de ce qu'on pourrait prédire. Mais ça ne va pas être pire que dans les années 80, qui étaient de belles années quand même. En tout cas, la gauche, elle associe souvent la montée des nationalismes à l'usage de la violence. On sait que le nationalisme, bien qu'il puisse renforcer l'identité nationale, la solidarité au sein d'une nation comporte quand même plusieurs dangers potentiels, on l'a vu dans l'histoire. Par exemple, l'augmentation de la xénophobie, de l'intolérance. Vous pensez que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle en Europe? Non, je pense qu'en Suisse, on est encore protégé de ces choses-là. Vous l'avez dit, on vit quand même dans un cocon relativement sûr et stable parce qu'on profite de toutes ces grosses fortunes, de tous ces gros mouvements, de tous ces systèmes un peu offshore qui viennent investir en Suisse. On l'a vu avec les Saoudiens, un moment, les Chinois, les Russes. On est un peu la tirelire et on distribue un peu tout ça. Mais de nouveau, ce qui se passe ailleurs, c'est pas joyeux à voir. Et les gens se font énormément de soucis. Donc la Suisse, le système suisse, avec les lois fédérales, mais une liberté des cantons dans la manière de les appliquer parce qu'elles sont différentes d'une région à l'autre, moi je dis toujours, entrer dans l'Europe, moi je ne suis pas pour, parce que l'Europe devrait être basée sur un système suisse et pas le contraire. Ce n'est pas nous qui allons perdre notre démocratie directe. Demain, le peuple n'est pas d'accord, le peuple réunit des signatures et on s'exprime tous les 3 mois en Suisse. Est-ce qu'on va laisser des cornes sur la tête des vaches? Ça fait rigoler toute l'Europe. Mais en attendant, est-ce qu'on va baisser les caisses maladies sur le 10% du salaire? Bien, les gens ont voté contre parce que ça ne paraissait pas très raisonnable à certains. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a quand même une réflexion, une responsabilisation au niveau du peuple suisse qui est pris à partie et qui peut donner son avis. Le peuple est souverain avant et contre vents et marées. Donc cet exemple-là, j'ai eu la chance de croiser à l'époque Michel Rocard, M. Macron aussi à 2 reprises, M. Hollande. Eh bien, étonnamment, M. Hollande me disait « Non, mais un système comme ça en France, c'est pas possible. » Ça rappelle un peu le discours de De Gaulle qui disait qu'on est un pays de fromage et puis on n'arrivera jamais à s'entendre en toutes les sortes de fromages. Puis en même temps, c'est une richesse parce qu'il y a des goûts différents et des provenances différentes. C'est incroyable, quoi. Monsieur Bartassa a répondu à la question de la xénophobie et puis de l'intolérance plutôt par rapport à la Suisse. Peut-être un point de vue un peu plus international sur la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une augmentation de la xénophobie, de l'intolérance en Europe, en France? Il y a effectivement un mouvement de montée des intolérances.
qui s'explique par plusieurs facteurs, on en a parlé, la situation de déclin économique, le phénomène aussi de ce qu'on appelle un petit peu, vous me pardonnerez l'expression, mais le complexe un petit peu culturel de ce qu'on appelle aux États-Unis le vote petit blanc. N'y voyez aucune connotation négative ou insultante, c'est pas du tout ça. C'est en fait toute cette population, par exemple aux États-Unis, européenne, WASP, plutôt protestante, qui s'est retrouvée déclassée économiquement et socialement, et ce déclassement, il a lieu en même temps, entre guillemets, qu'une certaine promotion de nouvelles générations de personnes issues des minorités, réussissant mieux que leurs parents au niveau des études, et donc c'est une situation qui a déplacé un petit peu le curseur du discours politique ou du combat politique de la classe, entre guillemets, vers la race, si je puis dire les choses de cette façon. On assiste un petit peu à cette chose-là aussi dans un pays comme la France, par exemple, où l'absence de réponse sérieuse et honnête à la crise économique et sociale que traverse la France depuis quasiment une trentaine d'années, c'est pas quelque chose qui est récent, c'est-à-dire l'incapacité à répondre aux besoins des populations, parce que c'est ça le problème en France. Et si je fais un comparatif avec la Suisse, il est très intéressant de constater qu'en Suisse, à un moment donné, vous avez eu un débat sur la question de la 13e rente, c'est-à-dire en gros les retraites. Bien, le peuple a tranché. Il a décidé, en gros, d'une augmentation d'environ 1/12 avec cette affaire de la 13e rente. La démocratie a parlé et les gens ont eu gain de cause. Ça, en France, ça n'existe pas. Les gens veulent des mesures claires sur le pouvoir d'achat. Il y a une dégradation. Les gens veulent des augmentations de salaire parce qu'ils n'y arrivent pas. Bien, les salaires, le niveau des salaires en France est particulièrement faible, il est même honteux. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes au salaire minimum en Suisse, vous êtes au même niveau de rémunération qu'un cadre supérieur de la défense à Paris. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que la Suisse n'a pas d'océan, n'a pas de mer, n'a pas d'agriculture puissante comme la France, n'a pas d'industrie militaire comme la France, n'a pas, toute la recherche et développement dont possède la France. Donc c'est absolument incompréhensible. Mais le problème, c'est qu'en Suisse, on a une démocratie réelle, une démocratie profonde, une démocratie directe, une démocratie de nature. Et c'est ça l'identité nationale de la Suisse en réalité. On pourra y revenir peut-être après dans vos questions. Et c'est ça qui fait la force de la Suisse. Parce que cet esprit démocratique, il ne s'inscrit pas simplement dans le débat institutionnel, mais on le retrouve aussi dans les entreprises. Pourquoi les entreprises suisses sont si compétitives ? C'est en grande partie parce qu'en Suisse, le simple employé peut parler directement à son patron, lui dire que dans le système de production, on peut changer telle ou telle chose, il va être valorisé. Il y a une réelle valorisation de la culture du travail. Quelqu'un qui est compétent monte très vite en Suisse. En France, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En France, il faut être issu d'une grande école, il faut être l'ami de l'ami de l'ami de l'ami. Ensuite, si vous travaillez trop bien, c'est très mal vu. Il faut rester jusqu'à 20h, là où ici, on vous dira que si vous restez trop longtemps après, le temps limite de travail, c'est que vous n'êtes pas compétent. Donc on est vraiment dans une toute autre culture. Et ça, c'est permis par l'esprit démocratique qui existe en Suisse. Et moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que dans des pays, notamment comme en France ou en Allemagne, face à la démission des élites qui sont dans un autre agenda, il y a la tentation de vouloir mettre en avant la politique du bouc émissaire dont vous avez parlé tout à l'heure et que l'on puisse entrer aujourd'hui dans une logique qui serait une logique de sacrifice de certaines minorités que l'on met en avant comme étant les responsables de tous les maux et de tous les problèmes de la société. Et là, on peut risquer de toucher quelque chose qui pourrait s'approcher de formes de guerre civile larvée. Je dis bien larvée, je ne parle pas de guerre civile. Et là, moi, ce serait un petit peu les craintes que j'aurais sur ces questions-là. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Bartassa ? Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'aime bien le côté intellectuel de monsieur par rapport à mon côté beaucoup plus à terre. Mais de nouveau, ce système suisse, il fonctionne comme ça. On a de tout partout, au niveau politique, au niveau même économique, au niveau social. On a des gens qui ont créé des entreprises, d'autres qui sont à la tête de certains services, qui ont la culture du fonctionnaire, les grands commis de l'État, comme on les appelait à l'époque. Mais on voit une région comme Genève. Alors de nouveau, c'est pas du racisme anti-frontalier et tout, mais quand on voit toute cette manne de travailleurs étrangers, en parenthèse, puis c'est quand même cette région qu'on appelle aisément le Grand Genève, qu'on soit pour ou contre, il est là. Mais on voit
quand on travaillait avec ces gens de cette région, ils avaient cette culture quelque part de la Suisse, parce qu'ils y étaient confrontés du jour au lendemain, parce qu'on allait chez eux, parce qu'ils venaient chez nous. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent de Montpellier, de Marseille, de Paris, dans les banques, dans les hauts cadres de l'État, et ils n'arrivent pas avec cette mentalité suisse à laquelle on est attaché. Nous, bon, on va pas dire que c'est pas du racisme, mais ces gens-là, ils arrivent avec ce qu'ils ont appris à Paris, à Montpellier, qui n'a rien à voir avec l'esprit suisse. Et moi, je discute beaucoup avec ces gens-là, que ce soit du monde ouvrier. Je discute avec un ferblantier dernièrement, il m'a dit, moi j'ai fait 40 ans presque de ferblantier, parce que mon père l'était, j'ai toujours baigné dans l'entreprise, mais quand je suis arrivé en Suisse, j'ai dû réapprendre mon travail. On ne passait plus en diagonale dans les plafonds, on passait le long des murs. Le gars, s'il veut mettre un lustre, il n'ait pas le risque de percer le tuyau. Et même ça, c'était différent. La mentalité, le fait de donner son avis, la plupart de ces gens, qui soient des artisans, des petites PME ou des grands cadres, sont admiratifs par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça fait un peu tache d'huile dans notre région. Mais en même temps, ces gens qui viennent d'ailleurs, moi je discutais avec une dame qui était engagée il y a quelques mois au chômage, qui vient de Marseille, elle me disait, mais j'étais à milieu de comprendre, parce qu'on comprend très vite sans savoir tout, mais elle m'a dit, on se rend bien compte qu'il y a une responsabilisation des gens, tout simplement du peuple ici. On peut donner son avis, si on n'est pas d'accord, une simple kidam peut prendre une feuille de papier, aller dans la rue, faire signer les gens, faire un référendum, et puis dans l'année, voter sur la question. Et c'est pour ça que je dis toujours, le modèle européen, c'est une magnifique idée à la base, mais qui a été gérée de nouveau. On vous fait croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde peut donner son avis, puis on se rend compte de plus en plus, c'est une espèce de couverte sur une casserole qui bouillit. Et moi, je suis tout à fait d'accord quand je dis que je crains aussi des mouvements sociaux, j'espère larvés, mais ça peut tellement vite déborder à des échelles incroyables. Vous avez ceux qui revendiquent, à juste titre, ceux qui s'en servent, les black boss et compagnie, les gens issus de l'immigration qui n'ont pas toujours été dans le droit chemin, confrontés à d'autres. Moi, je travaille avec beaucoup d'associations communautaires de Genève. Je vois aujourd'hui la communauté, par exemple, africaine, parce qu'on en parle beaucoup, qui ont des commerces, qui ont des hôtels, qui ont des restaurants, qui ont des épiceries. C'est eux qui nous appellent au secours pour être défendus contre des gens qui viennent du même continent qu'eux, mais qui ne respectent pas les règles, parce que non seulement ils n'en ont pas la possibilité, et puis qui sont dans ces espèces de petites mafias. On parle de la mafia albanaise kosovare, on parle de la mafia africaine, on a parlé de la mafia russe il y a quelques années. Et de nouveau, ça démarre avec les plus vieux métiers du monde, le trafic de drogue. On a le troisième lac le plus pollué à la cocaïne à Genève. C'est qu'il y a des gens qui en prennent. Et s'il y a des gens qui en prennent, quand il y a demande, il y a offre. Vous voyez les milieux de la prostitution. Moi, j'avais fait interdire la prostitution des mineurs à l'époque. Tout le monde me disait, mais ça n'existe pas en Suisse. On s'est rendu compte que les filles de Paris et de Marseille, à 16 ans, considérées comme majorité sexuelle, venaient se prostituer dans nos hôtels. Et c'est des petits détails qui font que voilà, il y a un mal-être et un mal-être. Et de nouveau, alors, c'est l'immigration. Vous êtes des racistes, vous êtes des protectionnistes, vous êtes des conservateurs. C'est les noms d'oiseaux qui fusent de tous les côtés. Puis aujourd'hui, on parle de cette extrême droite. Comme si on voyait tonton Adolphe et son retour, contre cette extrême gauche qui quelque part rejoint aussi un peu dans ses revendications, même si elles n'ont pas les mêmes connotations, les mêmes extrêmes. Puis là au milieu, il n'y a plus les gens qui sont comme en Suisse capables de régler l'ambiance, parce que vous avez les incompétents qui n'ont rien foutu, puis qui ont dépensé, puis qui ont tout foutu en l'air, dans l'image des gens. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement dans l'image, c'est aussi dans les faits. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que, de nouveau, cette vague, on ne l'arrêtera pas. Il faut monter dans les étages pendant quelques temps, puis quand tout sera redescendu à niveau, il faudra tous se donner la main pour éponger un peu les caves. Mais il y a du mal de fait, et malheureusement, pourtant ce n'est pas mon état d'esprit, pas toujours très optimiste, parce que ce ras-le-bol, le jour où il déborde, ça peut coûter très cher à tous les niveaux, émotionnellement parlant. On n'en est pas à avoir des guerres civiles, mais on voit bien comment ça se passe suivant où. C'est la répression totale. On voit que les pays, je dirais, un petit peu force un peu autoritaire, émergent partout. Moi, je voyais, j'étais dernièrement au Cambodge et en Thaïlande. Il y a énormément de Russes qui sont réfugiés là-bas, des gens qui ont des moyens, qui prennent des parts dans des petits commerces pour pas que leurs enfants partent à la guerre.
ils ont quitté la Russie. Mais vous ne critiquez pas Poutine malgré tout ça. C'est impossible de critiquer Poutine, même vis-à-vis de ces gens. Parce qu'ils respectent, ils ont besoin de ce chef autoritaire, ils sont sûrs que c'est ça qui va les sauver. Et puis si ça ne les sauve pas par rapport à chez eux, eh bien, c'est des gens qui, quelque part, ont un style de vie beaucoup plus dur que chez nous et qui seraient presque quelque part, je dirais, attention les termes, mais des va-t-en-guerre. Ah mais de toute façon, si ça va trop loin, on est monté tuer les Allemands à l'époque, on viendra tuer les Français ou les Suisses ou je ne sais qui. C'est dans les propos, dans la diction, dans la manière de parler, c'est très très dur ce qu'on entend aujourd'hui. Ça va loin. Hein, Et puis vous rajoutez les problèmes liés à la religion, avec le voile, pas le voile, les musulmans qui vont remplacer les Français. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des impressions dans certaines régions. Quand je vois que pour l'affiche des Jeux Olympiques, on enlève la croix sur le Sacré-Cœur, qu'à Montpellier, on demande d'enlever les croix qui sont l'effigie des pharmacies. Ça fait partie de toutes ces petites choses qui amènent de l'eau au moulin des extrémistes, qui n'en sont pas vraiment, mais qui se disent on va profiter de cette manne, parce que ça va nous amener des électeurs et des voix. On est dans le business complètement. On amasse non seulement de l'argent, mais il faut amasser des voix et un maximum, et presque à n'importe quel prix. Vous nous avez beaucoup fait voyager, on a parlé vraiment avec une certaine prise de distance de tous les pays du monde et on s'est aussi concentré sur l'Europe. On va revenir un tout petit peu sur la Suisse avant de conclure. Un des pays les plus stables financièrement au monde. Beaucoup associent cette stabilité au fait que la Suisse a refusé d'entrer dans l'Union européenne. Quel est votre avis là-dessus, monsieur Lemissi ? Mon avis, il est très simple. Si la Suisse, par malheur, entrait dans l'Union européenne, ce serait la disparition de la Suisse. La Suisse, elle est basée sur quoi ? Si on reprend l'histoire de la Suisse, c'est le fameux pacte de 1291, le pacte fédéral, vous me corrigerez si je me trompe, elle est basée sur l'idée d'un contrat social qui a permis de construire un modèle démocratique original qui peut vraiment être présenté comme unique, peut-être au monde, à part certaines exceptions. Et c'est ce qui est fait la réussite de ce système. C'est l'idée que vous avez des entités au croisement de certaines grandes, cultures et aires linguistiques de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez une ère romane, à la fois le français, l'italien, donc la Suisse romande, le tessin, et puis vous avez aussi une ère germanique avec l'allemand comme langue également, ou les parlers germaniques. Je peux rajouter encore le franco-provençal avec le romanche. Donc on a cette originalité de langue, cette originalité entre guillemets ethnique, si je puis utiliser ce terme, et l'idée qu'une nation, entre guillemets, s'est construite sur un principe de vouloir vivre ensemble. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est le vote. La démocratie, notamment la démocratie directe. Et ce principe est d'autant plus important qu'on est à Genève, la ville de Rousseau, et que c'est vraiment ce qui a fait la réussite du modèle suisse. En conséquent, c'est la bonne gouvernance, un niveau de vie qui est peut-être le niveau de vie le plus élevé au monde, une réussite économique qui est saluée partout, et un principe d'unité, un principe d'ouverture que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le domaine économique. Et ça, c'est quelque chose qui différencie la Suisse des autres pays européens. Si demain, la Suisse devait rentrer dans l'Union européenne, qu'est-ce qui devrait se passer ? Tout simplement que tout ce système de votation au niveau local, il disparaît, puisque les décisions seront prises administrativement à Bruxelles. Et on va se retrouver dans un système inverse, c'est-à-dire qu'en Suisse, on est dans un système où la décision, elle vient du bas et elle impose au haut, à un système où cela viendra du haut, mais ça ne viendra même pas de Berne. Ici, on a déjà des cantons qui ne supportent même pas les décisions fédérales. Alors imaginons des décisions qui ne seront même pas prises sur le territoire helvétique, mais depuis Bruxelles. Je ne sais pas si les gens sont en mesure de comprendre cela. Ensuite, la Suisse est le pays par tête, entre guillemets, le plus riche par tête de toute l'Europe. Ça veut dire que la Suisse va devoir aussi travailler pour le reste de l'Europe. Les fonds européens, ils sont abondés par les pays, entre guillemets, les plus riches en direction des pays les plus en difficulté. Et puis en fait, un dernier point, aujourd'hui la Suisse est relativement protégée sur certains aspects, par exemple pour son agriculture. Si la Suisse rentre dans l'Union européenne, c'est la fin de son agriculture. L'agriculture suisse est incapable de concurrencer l'agriculture française, l'agriculture allemande, l'agriculture polonaise, et de fait, plus aucun agriculteur
en Suisse ne pourra continuer en dehors peut-être de certaines spécialisations particulières. Et je vais aller encore plus loin, au niveau, entre guillemets, de la main-d'œuvre. Ça veut dire que le système aujourd'hui qui fait que vous avez une espèce de préférence nationale à l'emploi avec des possibilités, notamment pour les populations, entre guillemets, frontalières, ben ça, vous le dupliquez à toute l'Europe. Du coup, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec toute l'Europe qui va vouloir travailler ici, sachant qu'on a un salaire minimum qui est équivalent nulle part ailleurs au monde. Ouais, c'est plutôt inquiétant comme perspective, Monsieur Bartassa, sur Oui, sur moi la je ne suis Suisse. pas du tout pour l'entrée de la Suisse dans l'Europe, pour exactement les mêmes raisons. Je ne vois pas qu'on reviendrait en arrière, alors que c'est les autres à évoluer, je dirais, sur le système suisse, je le rappelle. Maintenant, économiquement parlant, bien sûr qu'on a besoin de l'Europe. On exporte énormément de choses en Europe. L'Europe nous prend encore certaines technologies plus tellement basées sur l'industrie, parce que ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on a laissé un petit peu tomber. Moi, je suis agriculteur. Déjà aujourd'hui, avec le système suisse, heureusement qu'il y a les subventions, les aides à tout ce qu'on peut faire autour de l'agriculture, qui est devenu très écologique aussi. Moi, à l'époque, j'avais fusionné l'environnement et l'agriculture, mais tout le monde a crié au scandale que je m'attaquais à la nature. Non, j'ai dit, vous devez être ensemble pour travailler ensemble. La nature, l'agriculture, on est sur des sols qui ne sont pas bâtis, qui ne sont pas bétonnés. Et ça, c'était pas toujours facile à faire comprendre. Maintenant, la Suisse, non seulement doit rester neutre, et aujourd'hui, dans les conflits, on l'a vu qu'elle est mise sous pression, entre autres de l'Union européenne, de l'OTAN, voire des États-Unis, parce qu'il y a tout ce qui est caché aussi derrière. Et dans les accords bilatéraux, il y a parfois la petite virgule qui fait qu'on soit obligé de payer ou de faire certaines choses. Aujourd'hui, ils ont besoin de la Suisse, c'est parce qu'ils ont besoin du fric de la Suisse. Le système suisse qui va être mis mal à part, ils n'en ont rien à faire. Au début, on avait encore affaire à des Chirac et compagnie qui comprenaient, qui avaient une certaine culture, qui connaissaient ce qui se passait un petit peu chez leurs voisins. Et je pense que maintenant, la Suisse, non seulement doit travailler avec l'Union européenne, bien entendu, économiquement parlant, les échanges sont nécessaires, mais on doit s'ouvrir beaucoup plus sur le monde. Ce monde qui rétrécit, la Suisse, par sa diplomatie, par ses chambres de commerce, devrait aller se balader en Asie du Sud-Est, aller travailler avec des pays de manière beaucoup plus rapprochée comme la Russie. Bon, maintenant, on a un petit peu mal avec tout ce qui se passe. Et ça, on s'en rend pas compte, nous. On a l'impression que tout le monde veut vivre comme nous, puis que tout le monde vit comme nous. Non, les gens ne vivent pas comme nous, et surtout, ils n'ont pas envie de vivre comme nous. Ils préfèrent vivre avec leur mentalité, leur religion, leur culture. Il ne faut pas croire qu'on est l'exemple mondial. Le rêve américain de l'époque, ouais, on le voit au cinéma, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens ne rêvent pas de vivre, alors peut-être sur le système politique suisse, peut-être, mais sur le paraître, non. Parce qu'ils voient bien que déstabilisation de la famille, on met nos vieux dans les EMS alors que là-bas ils restent encore en famille, et les gens sont beaucoup plus solidaires, les gens travaillent beaucoup plus entre eux, vous voyez de la pauvreté mais vous ne voyez pas de la misère, parce que celui qui est au bord de la route aura toujours quelque chose à manger, un endroit quand même plus ou moins pour dormir, et ça, quand on fait des voyages longue durée comme je viens de faire, on se rend compte que, bien sûr qu'on est bien en Suisse, mais rien qu'à Paris, j'étais à Paris il y a quoi, une année en arrière, des violences dans le métro, 40 gars qui montent dans le métro, qui arrachent des sacs à main, qui crachent sur les gens, 3 arrêts plus loin, la police qui bastonne tout le monde sans savoir si c'était des méchants ou des gentils. Mais vous allez au Cambodge, au Laos, vous allez en Chine, vous allez au Vietnam, vous ne voyez pas tout ça. Personne ne vous agresse dans la rue, personne ne va siffler une jolie femme qui passe en mini-jupe, personne ne va vous dire des propos racistes. Du moment que vous respectez la mentalité du coin et que vous vous pliez à vous assimiler, je dirais, à la culture locale, mais les gens vous respectent d'une manière que... On vous dit bonjour dans la rue, vous allez trois fois de suite dans une épicerie acheter votre paquet de cigarettes. Le lendemain, on vous demande comment vous allez, vous êtes là pour longtemps. Ici, vous allez à un arrêt de bus, vous parlez à quelqu'un, on vous prend pour un fou. Moi, j'étais à la sortie d'une école une fois au Vietnam, dans une région vraiment de paysans, où les vieux me disaient, mais ça fait 75 ans qu'on n'a pas vu un blanc venir ici. Mais les gamins, ils viennent vers vous, ils s'assoient sur vos genoux, ils veulent voir vos photos, ils vous demandent où c'est que vous avez acheté votre briquet. Mais ici, un gamin qui s'assoit sur vos genoux, vous êtes presque... Non, mais je dis, voilà, les gens vivent en société dans ces pays-là où il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Tout le monde vit ensemble. Les gamins, ils ne vont pas à l'école à 8h le matin, ils y vont à 9h30, parce qu'avant, ils vont au champ avec les parents et ils vont à l'école après.
Ils finissent pas à 4 heures l'après-midi, ils finissent même des fois plus tôt sans s'arrêter à midi. Voilà pour... Et notre manière d'être en Suisse devrait élargir ses liens économiques avec autre chose que la vieille Europe. Le monde de demain, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est l'Iran qui, géopolitiquement parlant, a une place incroyable dont les gens ne se rendent même pas compte. C'est pas la vieille Europe. Si on commence à supprimer le franc CFA, c'est 8 milliards de pertes pour Macron. Si on échange avec d'autres monnaies que le dollar, c'est la chute de l'Empire américain. Donc il faut se dire que l'avenir de demain, c'est avec les Européens, en Europe ou proche de l'Europe, mais c'est surtout bien au-delà. Le monde rétrécit, profitons-en pour aller voir nos voisins un peu plus éloignés. C'est tout simple. Merci beaucoup, Monsieur Bartassa. Merci beaucoup, Monsieur Lemissi, pour ces perspectives à la fois critiques, mais aussi rassurantes, en lien avec les risques de la montée de l'extrême droite, de la violence, mais également des perspectives constructives par rapport à ce modèle européen que vous décriez quelque peu. Vous apportez des solutions, vous êtes critique. Donc c'était très intéressant de vous entendre tous les deux. Merci beaucoup et j'espère avoir l'occasion de vous réinviter une fois sur le plateau pour continuer à débattre ensemble. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous.